Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile Lacasse de Lacasse et Associés. Et aujourd'hui, on va parler finances, mais cette fois-ci, on va parler de finances peut-être plus personnelles. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, là on parle de finances, puis peut-être de faire son propre budget, parce que c'est beau de dire, OK, on va rencontrer un syndic parce qu'on a des problèmes financiers, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problèmes financiers. C'est pas la majorité des gens qui vont rencontrer un syndic. Et se faire un bon budget, c'est important des fois, savoir où on s'en va finalement. Oui, un bon budget. Puis aujourd'hui, on va parler aussi, même encore plus large que ça, de se faire vraiment un diagnostic financier, là, qui couvre tous les aspects ou la majorité des aspects financiers. Bon. Pour commencer, qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on parle d'un diagnostic financier? Bon, bien, la première chose qu'on veut se faire, c'est un avoir net qu'on appelle. Donc, ce qu'on veut savoir là-dedans, là, c'est premièrement inscrire toutes nos dettes que moi je vais appeler non garanties. OK? Les dettes non garanties, là, ce qu'on veut dire par là, c'est les dettes qui sont pas reliées à un actif. Donc, dans les dettes que je parle, on ne marque pas la dette du véhicule, qui est un paiement qu'on a tous les mois sur le véhicule. On ne marque pas la dette sur la maison, qui est une hypothèque. On va aller chercher vraiment là, toutes les dettes qui ne sont pas garanties. Donc, on va chercher les cartes de crédit, les prêts personnels, prêts étudiants, marge de crédit, toutes ces dettes-là, tout ce qui n'est pas relié à un actif. Donc, ça va nous donner notre total de dette. Peut-être certaines personnes vont faire cet exercice-là, puis il n'y en a pas de dette, là. Donc, exemple, il y a la carte de crédit qu'on paye à tous les mois, et sinon, ben, il y a les gens ont une maison, une auto, puis c'est tout. Ben, tant mieux. Ça veut dire qu'on n'a pas de dette non garantie, c'est parfait. Ça, c'est la première étape. OK. Deuxième étape, on veut comparer ça avec la valeur des actifs. Donc, ce qu'on veut aller chercher dans cette deuxième partie-là, c'est combien on vaut. Donc là, on va détailler nos actifs un par un en ce qu'on appelle en équité. Donc, exemple, on va aller chercher la valeur de notre maison. Donc, on va l'estimer. Là, ça n'a pas besoin d'être super scientifique, cette étape-là. Si on le sait parce qu'on l'a acheté notre maison dernièrement ou parce que on a vu des maisons similaires qui sont vendues dans notre quartier, bon, on a une bonne idée. Mais sinon, on estime. Donc, on estime la valeur de notre maison. Et quand je dis la valeur de notre maison, c'est une valeur nette. Donc, ça veut dire la valeur qu'on le vendrait, moins les dettes qu'on a dessus, donc les hypothèques, marge de crédit hypothécaire, moins les taxes qu'on doit si on en a, parce que c'est toutes des dettes qui sont rattachées à la maison. Et si on vendait ça, ben il faut se questionner aussi, est-ce que j'utiliserai un agent d'immeuble ou pas? Si on utilise un agent d'immeuble, ben il faut enlever 4% à peu près plus taxes. Donc, on se fait un calcul de, OK, on vend notre maison demain matin, là, combien on reçoit? Okay. Même chose après pour le véhicule. Donc, le véhicule, est-ce qu'on a une valeur nette? Donc, si on le vend demain matin, est-ce qu'on a de l'argent ou est-ce qu'on en doit plus qu'on vaut? Donc, on fait ça pour le 4 roues, skidoo, bateau, véhicule. On fait ça aussi pour les placements. Donc, les REER, le CELI, les fonds de pension, même, on est capable d'aller voir les valeurs qu'on a là-dedans. Donc, on va vraiment calculer tout ce qu'on a comme valeur d'actifs potentiels et on va te regarder, bon, ben, nos actifs moins nos dettes. Si on arrive avec une valeur positive, ben ça veut dire qu'on a un avoir net positif, ce qui est une bonne chose. Si on arrive avec un avoir net négatif, là, il y a un petit signal d'alarme à considérer. C'est sûr que si on a 23 ans et on est aux études encore, c'est normal d'avoir un avoir net négatif. Mais si on est sur le marché du travail depuis 5-10 ans, normalement, là, notre avoir net devrait se stabiliser. OK. En fait, le but de l'exercice, surtout lorsqu'on commence, on parle de 5-10 ans, ben là, c'est un avoir net peut-être à zéro, là, qui est neutre. Oui, c'est possible. C'est surtout en début de carrière, quand on commence à travailler, c'est très possible parce qu'on peut avoir accumulé des dettes pour aller aux études et on fait de l'argent, on paye nos dettes tranquillement, mais ça se peut qu'on ait plus de dettes que d'actifs à ce moment-là. Et même si théoriquement on est insolvable, parce qu'une des définitions de l'insolvabilité, c'est d'avoir plus de dettes que d'actifs. Donc, même si on est insolvable, ça ne veut pas dire qu'on est un cas de faillite ou un cas de venir voir un syndic nécessairement. Si on est en contrôle et qu'on paye nos dettes et que ça évolue, ben là, à ce moment-là, c'est positif. Donc, ça, c'est la première étape. Pour les gens que ça fait 15-20 ans qu'ils sont sur le marché du travail, si on a un avoir net négatif, là, c'est important de venir nous voir parce que là, ça veut dire qu'on a des stratégies à mettre en place. Là. Donc, ça, c'est le premier indice, les actifs, les dettes. Okay. Deuxième élément qu'on veut faire, ben, tu en as parlé tantôt, c'est de se faire un budget. Donc, le budget, j'en ai parlé beaucoup dans plein de chroniques. Je vais juste ordonner des grandes lignes spécifiques que j'ai peut-être pas parlé, des petits trucs spécifiques que j'ai pas nécessairement parlé souvent.
Donc, quand on veut se faire notre budget, on veut tout inclure là-dedans dans nos revenus. Donc, ça veut dire, oui, on veut penser à notre talon de paye, mais on veut penser aussi crédit de TPS qu'on reçoit, crédit de solidarité, si c'est le cas. Si on reçoit des allocations familiales, ça fait partie des revenus aussi. Donc, même si on va prendre cet argent-là puis payer des choses qu'on va pour les enfants, ben les enfants, les dépenses qu'on engendre pour nos enfants, ils sont dans notre budget. Donc, les allocations, ils vont dans le budget aussi. On va tout calculer ça. Pour les gens qui ont des périodes de paye, là, des fois, là, les gens sont moins agiles, ils vont avoir des payes aux 2 semaines, ils vont faire x2. C'est pas x2, c'est x2.17 qu'il faut faire. Donc, ceux qui veulent le retenir, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre paye aux 2 semaines, on la multiplie par 26 parce qu'il y a 26 périodes de paye dans l'année, puis on divise par 12. Donc, ça va donner 2.17 à peu près. Donc, quand on se fait notre budget, ben, c'est ça qu'on veut. Si on est payé aux 2 semaines, on veut faire fois 2.17, ça va nous donner notre vrai montant. Et il faut aussi tenir compte des fluctuations. Donc là, ça veut dire, si on a une paye nette toujours pareille, c'est facile. Mais si on a une paye nette qui évolue, ben là, je recommande aux gens de prendre 2-3 mois là, de revenus, de les additionner, diviser ça par 3, puis de se faire une moyenne mensuelle pour vraiment essayer d'aller chercher. Puis les gens qui ont des grandes fluctuations, ben des fois, c'est même dans l'année qu'il y a une fluctuation. Fait que là, ben, on peut regarder nos revenus annuels sur notre talon de paye, le dernier de l'année, puis diviser par 12 pour avoir une estimation annuelle. Encore là, il y a des gens qui vont vouloir, si on prend les travailleurs miniers, ben ils vont vouloir isoler le bonus. Ils vont pas nécessairement vouloir le mettre dans leur calcul pour le garder pour des imprévus, ce qui est une excellente habitude à prendre. Le garder pour des imprévus ou pour de l'épargne, mais ne jamais le compter dans le budget. Des bonus, hein, ça devrait être quelque chose d'exceptionnel. Donc, la journée où on n'en a pas, il faut arriver quand même. Donc, le bonus devrait être calculé peut-être à côté de ça. Donc, ça. Et puis, pour les gens qui font des revenus hebdomadaires à tous les semaines qui reçoivent une paye, ben là, c'est 4,33 le chiffre qu'on fait. Donc, on fait pas x4 encore là parce qu'il y a des mois dans l'année qu'on va avoir 5 payes. Donc, c'est 4,33 encore là. On peut multiplier notre paye par 52 semaines et le diviser par 12. On va arriver au même chiffre. Donc, quand on a fait ça, nos revenus, nos dépenses, il y a plusieurs outils qui existent. On en a un outil chez la Casse et Associés qu'on utilise. Si jamais les gens le veulent, ils peuvent nous écrire, on va leur envoyer sans problème. Mais il y en a plein d'outils sur Internet. Il y en a qui veulent des outils informatiques. Il n'y a aucun problème à ça. Mais on veut écrire nos dépenses. On veut se rappeler aussi, quand on a écrit toutes nos dépenses comme ça, que si jamais c'est pas clair pour nous, c'est-à-dire que on met des chiffres dans un budget, mais on n'est pas certain, ben là, il faut que les gens prennent le temps là, pendant une couple de mois là, d'inscrire vraiment leurs dépenses à tous les jours dans un tableau qui est prévu, qui s'appelle un revenu dépense, encore là, qu'on peut fournir aux gens s'ils veulent, pour aller chercher la bonne information. Parce que de se faire un budget, c'est bien beau, mais si c'est juste des estimations, ça nous aidera pas assez. Donc, on veut être rigoureux. On va aller prendre les informations à la source si jamais on n'est pas très, très certain. Et on veut comparer aussi aux espèces de moyennes canadiennes qu'on a déjà parlé dans d'autres chroniques. Donc, le logement ne devrait pas dépasser 40% de nos revenus mensuels. La nourriture ne devrait pas dépasser 25. On l'a ajusté un petit peu. Avant, on disait 20, mais là, avec les augmentations, là, on est plus à 25% du budget. Le déplacement ne devrait pas coûter plus que 20% de nos revenus mensuels, et on devrait avoir là un 5 à 10% pour de l'imprévu, un 5 à 10% pour du paiement de dette ou de l'épargne. Ça devrait ressembler à ça. Et ça, bien évidemment, si on est plus bas que ça dans nos pourcentages de dépenses pour le logement, la nourriture ou le déplacement, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on a plus d'argent dans nos poches. Bon, mais la complexité que je vois là-dedans, c'est très belle théorie, mais la complexité que je vois là-dedans, moi, Pierre-Paul, c'est qu'il y a des gens qui sont pris avec une réalité, avec le coût de la vie qui a augmenté de façon drastique dans les dernières années. Les budgets n'ont pas nécessairement suivi au niveau des... En tout cas, les salaires n'ont pas nécessairement suivi. On risque de se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Ben, ça va dépendre beaucoup des secteurs. Hein. Il y a des secteurs que les revenus ont très, très bien suivi l'augmentation, même s'il y a eu des grosses augmentations. Et pour les gens qui ont des meilleurs revenus, ben, l'inflation de la dernière année a été quand même très basse, l'inflation globale. Le problème, c'est que l'inflation sur les 2 gros postes de dépenses qui touchent tout le monde était au-dessus de 20%. Et là, on parle de l'alimentation, puis on parle du logement. Fait que tu as raison que pour les gens qui étaient déjà avec des revenus pas très élevés, ça devient très difficile. C'est pour ça qu'il faut le faire, hein, l'exercice que je viens de dire, parce que on a beau se dire on est serré. Moi, quand je m'assieds avec des gens dans le bureau, même quand ils ont des revenus très modestes,
souvent, ils restent surpris qu'une fois qu'on a fait le budget, là, il leur reste plein d'argent. Fait que le problème, souvent, n'est pas tant dans le budget, dans ce qu'ils savent qu'ils dépensent, c'est plus dans ce qu'ils savent pas. Donc, l'exercice de faire le revenu-dépense, c'est là qu'on va aller chercher les imprévus puis les problèmes. Et c'est là qu'on va avoir des choix à faire aussi. On en a déjà parlé dans d'autres chroniques. Désir versus besoin. Il y a, j'allais dire toujours, mais c'est presque toujours quand même plusieurs désirs dans un budget. Hein. Dès qu'on a une voiture qui est à paiement, on est dans le désir en partie. Je dis pas que c'est déraisonnable d'être dans le désir, mais il faut être conscient que il y a un paquet de choix. Dès qu'on va au restaurant une fois par mois, il y a un désir là-dedans qui est là. Donc c'est pas négatif d'avoir des désirs, mais il faut les identifier pour savoir qu'est-ce qu'on a un certain contrôle dessus, parce que il y a la partie besoin qu'on n'a pas le choix, il y a un certain niveau de nourriture qu'on n'a pas le choix, un certain niveau de logement qu'on n'a pas le choix, mais il y a une grosse partie désir là-dedans. Donc, il faut être capable de démêler tout ça. Et souvent, les gens vont me dire des phrases comme « oui, mais j'ai pas le choix d'avoir un pick-up. » Parce que j'ai une roulotte à tirer, parce que j'ai un skidoo dans la roulotte, parce que le skidoo, c'est la seule activité que je fais avec mes enfants. Fait que, oui, il y a une séquence de choix qui nous amène à avoir différents actifs, mais c'est tous des choix, ça. Donc c'est là qu'il faut vraiment se regarder dans le miroir et se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui est un désir, qu'est-ce qui est un besoin? Qu'est-ce que je peux vendre si j'ai besoin, si j'ai pas le choix? Qu'est-ce que je peux vendre, que je peux aller chercher un peu d'argent ou que je peux baisser des paiements en vendant? Et évidemment, on va regarder aussi au niveau des taux d'intérêt. Est-ce que j'ai à gérer mes dettes d'une façon à, exemple, mettre mes dettes plus sur ma marge de crédit et arrêter d'avoir de la dette sur ma carte de crédit qui est à 25 % par exemple. Donc, s'assurer qu'on met nos dettes sur les endroits où il y a le taux d'intérêt le plus bas finalement. Donc, il y a des petites stratégies comme ça qu'on peut prendre. En fait, c'est s'assurer que l'argent qu'on a est profitable et qu'elle est bien gérée, là, que les retombées sont bonnes partout, là. Oui. Puis après ça, il y a deux catégories de personnes qui vont faire ça. Là, j'exagère, mais il y a la catégorie qui vont faire ça et qui ont des dettes. Puis il y a la catégorie qui vont faire ça puis qui n'ont pas vraiment de dettes ou très peu de dettes. Et là, rendu là, c'est deux stratégies différentes. Pour les gens qui ont des dettes, ça leur prend une stratégie qui va rentrer dans le budget et qui va permettre de ne plus avoir de dettes dans 5 ans. Évidemment, je parle pas de l'auto et de la maison, mais je parle de toutes les autres dettes. Ça, c'est la priorité. Si on n'a pas ça dans les 5 ans, il faut que les gens viennent me voir chez Lacasse et Associés. C'est super important parce que ça prend une stratégie qui rentre dans 5 ans. C'est un horizon qui est déjà très loin. Il faut se sortir des dettes quand on n'est pas capable. Et dans ces stratégies-là, là, il faut se questionner. Est-ce que j'ai une maison puis je peux faire un refinancement hypothécaire? Est-ce que je peux consolider mes dettes pour avoir un seul paiement avec des intérêts plus bas? Si j'ai une bonne cote de crédit puis c'est viable dans le budget et que j'ai pas besoin de mettre un endosseur. Tous des petits warnings que je donne aux gens. Est-ce que j'ai besoin d'une proposition de consommateur pour faire un offre à mes créanciers sans intérêt qui va me permettre de payer moins que 100% de mes dettes? Donc ça, c'est une option aussi. On va analyser tout ça avec les gens. Les gens sont capables d'en faire un bout, mais là, il y a un bout où des fois, ils ont besoin d'aide. Et si les gens se font une stratégie chez eux, ils m'écoutent parler, puis ils disent, OK, je fais le budget, je fais tout ça, et ils veulent savoir, ma stratégie est-tu viable? Il y a des outils qui existent en ligne. Exemple, le calculateur du gouvernement, sur les gens qui veulent aller là-dessus, canada.ca. Dans la section argent et finances, dans la section calculatrice et outils financiers, il y a une calculatrice là-dedans d'objectifs financiers qui est là. Et essentiellement, c'est assez génial, puis je le montre à mes clients, puis je l'envoie souvent à mes clients pour dire, OK, si, exemple, j'ai une carte de crédit à 15 %, puis que j'ai une autre carte à 20 puis que j'ai une marge à 10, je me fais une moyenne de mes taux d'intérêt. Mettons que ma moyenne, c'est 15 %. On est capable de mettre une hypothèse dans ce calculateur-là puis dire, OK, mettons que je verse 300 $ par mois, que mes dettes sont à 15 % puis que j'ai 21 000 $ de dettes. Combien de temps ça va me prendre rembourser mes dettes et à la fin, combien je vais avoir payé d'intérêt? On a un calculateur qui nous le fait, cet exercice-là. Bon. Fait que si on fait ce calcul-là, puis on se rend compte que c'est 9 ans, puis que ça n'a pas d'allure, puis ça, c'est 9 ans là, où j'avais mis ça serré, puis j'étais prêt à la gorge, c'est pas viable, et là, il faut l'analyser. Yeah. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a, puis il me semble qu'on aurait encore beaucoup d'argumentation à mettre sur ce sujet-là. Ce serait un sujet qui pourrait peut-être reprendre, ça. On va en profiter, par contre, pour donner les coordonnées pour vous rejoindre. Oui, les gens peuvent nous joindre au Lacasse et Associés, donc info@lacassendic.com, sur notre site internet lacassendic.com, ou peuvent nous joindre sur Facebook, LinkedIn, encore une fois sur Lacasse et Associés, peuvent nous appeler au 1-844-LACASSE. Merci beaucoup encore une fois, Pierre-Paul. Merci, Denis.